Mais avec mon prochain invité, on va se poser des questions un peu plus profondes sur les façons dont on pourrait gérer ça. Je suis avec Philippe Dubois, qui a un bon CV, étudiant au doctorat en sciences politiques et membre de chaires de recherche comme celle sur la démocratie et les institutions parlementaires. Ça accorde bien avec ce dont on veut parler aujourd'hui. Merci d'être venu nous éclairer sur tout ça. Est-ce qu'au Québec, les administrations municipales sont les paliers de gouvernement les plus vulnérables? Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'ils sont les plus vulnérables? Du moins, ils ont un contexte particulier. Il faut se rappeler d'abord trois choses. L'élu municipal est extrêmement accessible. C'est l'élu qu'on croise à tous les jours à l'épicerie, au dépanneur. Il ne se déplace pas physiquement comme à Québec ou à Ottawa, par exemple, pour aller exercer son mandat. Donc, il est accessible. Il y a des compétences qui sont très tangibles. Hein? Il gère des trucs qui touchent le quotidien à la fois des commerçants et des citoyens. Et d'autre part... Les ordures, l'urbanisme, les terrasses et tout. Et d'autre part, et c'est peut-être la particularité, c'est de dire que l'élu municipal a intérêt à ce que sa ville se développe. Parce que les villes, leur rentrée d'argent principale, c'est les taxes foncières. Donc, l'élu est à la fois gardien de l'intérêt public, mais est aussi un promoteur de sa propre ville. Et donc, c'est là où la vulnérabilité est peut-être la plus visible. Ça a des bons côtés quand même, qu'il y ait une certaine proximité, j'ai l'impression? Bien, avec le citoyen, évidemment, avec les commerçants aussi. Puis on parle souvent de lobbyisme. Quand on parle de lobbyisme, en fait, on pense au grand lobbyisme, aux grandes compagnies, aux grands promoteurs, mais ça peut être aussi simple qu'un propriétaire de terrasse qui veut simplement avoir un permis supplémentaire ou qui veut juste demander de l'information à son élu. Et donc, c'est pas nécessairement toujours conscient au palier municipal. Ça peut être très anodin, très quotidien même, comme... Est-ce qu'on devrait réglementer la chose? Est-ce que le registre des lobbyistes est assez? Bien, il faut dire que plus on réglemente, en fait, on ne pourra jamais tout réglementer. C'est impossible de tout réglementer, les relations d'influence et de pouvoir. C'est le propre même de la politique. Et également, à force de réglementer, bien, on risque d'exclure des joueurs qui, eux aussi, pourraient avoir envie de faire entendre leur voix. C'est-à-dire que plus on réglemente, plus on risque de mettre de côté, par exemple, les organismes communautaires, les citoyens ordinaires, les groupes de citoyens qui, eux, n'ont pas les moyens, ni matériels, ni financiers, ni voire symboliques, pour jouer dans la grande ligne. C'est ça, évidemment. Ça se comprend. Ça serait quoi la meilleure solution quand même pour améliorer les choses? Tu sais, quelqu'un à Terrebonne qui écoute là, par hasard aujourd'hui? Eh bien, il n'y a pas de solution miracle, évidemment. Je l'ai dit, la politique, c'est fondamentalement une question de pouvoir, d'enjeu. Je crois qu'il faut d'abord miser sur la formation des élus. Les élus municipaux, c'est plus l'élu amateur, le monsieur sympathique, bonhomique, qui est élu puis qui se ramasse un peu à conseil de ville sans trop savoir pourquoi. Mais idéalement, le moins possible et de moins en moins. De plus en plus, les élus se professionnalisent, donc il faut leur donner les moyens. D'abord, la formation adéquate pour que l'ensemble des élus comprennent bien qu'est-ce que le lobbyisme au sens de la loi, mais aussi qu'est-ce que le lobbyisme au sens, pas nécessairement traité par la loi, parce que la loi est quand même restrictive sur qu'est-ce qu'une relation de lobbyisme. On pourrait leur donner une bonne formation de moralité, en fait, sur quelles sont les sources de vulnérabilité possibles. Il n'y en a pas actuellement. Bien, il existe la formation. Ceci étant dit, les élus municipaux, puis ça varie de ville en ville aussi, puis les ressources qu'ils ont pour exercer leur mandat. Un élu à Québec ou à Lévis est beaucoup plus encadré qu'un élu à Sainte-Pétronille, par exemple. C'est la force des choses. Il y a des disparités de ressources, mais plus on va donner des ressources financières et de formation aux élus, plus ils vont être outillés. Le salaire aussi dans les ressources, j'entends salaire. Effectivement, il y a ça peut jouer. Ça serait intéressant qu'on regarde ça. Encore là, il y a des villes où les élus municipaux sont des élus à temps plein. Il y a des villes où ils ont un travail en plus de leur mandat électif. Ça peut créer des situations aussi délicates du point de vue de l'éthique. Est-ce que c'est pire dans les petites villes? Est-ce que c'est pire? L'actualité récente nous dit que les moyennes villes ont particulièrement été touchées par des enjeux d'éthique. Évidemment, on ne sait pas tout. Évidemment, les médias, malheureusement, n'ont pas les ressources illimitées pour traiter toutes les villes. Donc, est-ce que c'est pire? On ne le sait pas. Mais probablement que des situations plus délicates arrivent plus fréquemment dans des plus petites villes. Ça pourrait se faire de faire des réglementations par grosseur de ville où il faudrait y aller avec du... mur à mur, on est habitué à ça souvent. Encore là, il faut se poser la question. C'est compliqué d'être précis là, dans ce genre de... Effectivement. Puis est-ce que c'est la bonne solution quand on sait, par exemple, que de très grandes villes comme Montréal côtoient de très petites villes indépendantes? Donc, et la situation, est-ce qu'elle est réellement différente ou c'est simplement le cadre d'action des élus qui change? Ça aussi, c'est une avenue à explorer. Parlons de Lévis, précisément. Oui. Le cas est intéressant. On a mentionné une grosse erreur qui s'est produite en 2013, en tout cas un imbroglio d'importance. Ça va mieux depuis ce temps-là avec l'administration de Lehouillier. Il y aurait probablement quand même des choses à améliorer. Est-ce que vous avez des avis là-dessus? Bien, ça semble aller mieux, évidemment.
Quand il y a un manquement à l'éthique, on ne le sait pas jusqu'à temps que ce soit dévoilé au grand jour. Moi, je présume pas de la mauvaise foi de personne. Ce qui est intéressant à Lévis, ce qui est particulier pour la ville de Lévis, c'est que c'est la seule grande ville au Québec où il y a encore des élections par acclamation à la mairie. On se rappelle, Mme Marinelli, ou presque, avait été élue par acclamation, et M. Lehouillier a été élu presque par acclamation. Il y a eu un candidat indépendant. Des scores nord-coréens. Ben, en tout cas, des scores municipaux québécois, disons-le comme ça, parce que les maires gagnent toujours avec de vastes majorités dans ce genre de situation-là. Mais bref, lorsqu'il y a une absence d'opposition, eh bien, il y a une absence de questionnement fondamental, il y a une absence de choc de vision, et c'est là le danger où un peu de toujours reproduire la même chose. Et malheureusement, c'est dans ce genre de situation-là où des mauvaises habitudes peuvent s'installer. Mais encore une fois, je ne présume pas de la mauvaise foi ou des mauvaises actions de quiconque. Je dis seulement qu'en démocratie, le choc des idées est toujours mieux qu'une vision unitaire de la chose. Je retiens qu'à date, ça va pas si mal. On va vous réinviter, M. Dubois, très apprécié. Merci beaucoup. Merci beaucoup.